Alors, je vais vous parler des déformations rachidiennes d'origine neurologique, et notamment des nouveautés qui sont, pour certaines, effectivement très récentes, d'autres qui sont des, des re- des revisites de concepts qui sont déjà assez connus. Tout d'abord, pour vous dire qu'on comprend mieux ces déformations, les déformations d'origine neurologique du rachis. Finalement, c'est un vaste ensemble de déformations qui ont en commun certaines anomalies orthopédiques, mais qui finalement proviennent d'origines très diverses. D'abord, vous avez des causes centrales, donc évidemment, toutes les atteintes du système nerveux central, notamment encéphaliques, peuvent donner des déformations rachidiennes. Dans le système nerveux central, il y a également la moelle épinière. La myéloméningocèle est un cas d'école, puisque la quasi-totalité de ces enfants paralysés dès la naissance présentent des déformations à des degrés divers au niveau de la colonne. Après, quand on va sortir de la moelle épinière, on est à la jonction système central, système périphérique, avec toutes les anomalies du motoneurone, les amyotrophies spinales antérieures notamment, et puis les anomalies diverses jusqu'à l'extrémité de la fibre nerveuse et la plaque motrice. Et bien au-delà, y compris les neuropathies périphériques, sont associées à des déformations rachidiennes de façon relativement fréquente. Alors la plaque motrice, c'est une entité très spécifique, et les myasthénies ne sont pas exemptes de déviation de la colonne vertébrale. Donc finalement, toute atteinte neurologique, qu'elle soit périphérique ou centrale, jusqu'aux muscles, jusqu'à l'effecteur musculaire, et on inclut également dans ces atteintes neurologiques les atteintes musculaires, puisque les anglo-saxons n'ont pas fait de réelle différenciation, on parle de maladies neuromusculaires. Donc toutes ces anomalies motrices vont donner des déformations rachidiennes à des degrés divers, et notamment c'est le cas d'ensemble des maladies de type myopathie, qui sont quand même de plus en plus démembrées et de plus en plus classées de façon précise. Alors finalement, le point commun de toutes ces déviations, c'est d'être une déformation que l'on va qualifier de tridimensionnelle, avec des inclinaisons latérales souvent sévères, et puis également des modifications des courbures de profil dont on va parler, et puis finalement la caractéristique dans le troisième plan qui est la rotation vertébrale, avec des déviations qui sont des déviations pour lesquelles il n'y a plus de limite anatomique dans certaines formes très sévères de paralysie ou d'atteinte musculaire. S'en trouve déformée la cage thoracique avec la gibbosité, qui est une anomalie clinique qui traduit habituellement la déformation des côtes, avec un retentissement sur la fonction respiratoire. Et vous verrez que c'est là où il y a des attitudes tout à fait novatrices sur le sujet. Et puis dans les déviations très sévères comme ici, vous avez parfois même la vertèbre qui va tellement tourner qu'elle va se retrouver en arrière et qu'elle va empiéter sur une partie du volume pulmonaire en pénétrant dans le thorax. Alors, d'où viennent ces déformations? La paralysie, bien sûr, les forces musculaires anormales qui agissent comme des haubans sur un mât de navire et qui, du fait de l'asymétrie des contraintes musculaires, va déformer la colonne vertébrale. C'est finalement le principe de ces déviations. On peut les retrouver dans les formes d'atteinte musculaire ou neurologique déficitaires, avec finalement des absences de force motrice, des déficits musculaires très étendus parfois, avec l'hypotonie du tronc, et puis une rupture d'équilibre entre des muscles qui sont encore quelque part un peu présents, et puis d'autres qui sont totalement déficients depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec donc des effondrements du tronc, des déviations de profil, des déviations de face, avec ces enfants qui, du fait de leur perte de fonction motrice, vont avoir de plus en plus de difficultés à tenir debout, puis ensuite tenir assis, et parfois même perdre totalement l'autonomie qui leur reste. Vous avez un groupe de patients dits polyhandicapés, ce qui finalement ne veut rien dire, mais sur lequel on va regrouper un certain nombre d'anomalies motrices qui sont plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté hypertonie musculaire ou asymétrie des forces musculaires. Ce ne sont pas des patients forcément déficitaires, ils n'ont pas de perte de force motrice, au contraire, ils ont plutôt des forces motrices exagérées, extravagantes et non contrôlées qui vont dévier la colonne vertébrale. Donc ces différents types d'anomalies motrices vont également déformer la colonne vertébrale, et puis comme rien n'est simple chez ces malades, vous avez également la croissance qui agit comme un facteur perturbateur et qui va associer des déformations osseuses aux déformations posturales liées aux difficultés de commande motrice. Donc finalement, on en arrive à penser qu'autour de cette articulation, vous avez des contraintes anormales, cette articulation qui est la colonne vertébrale finalement, avec de la spasticité, des troubles de commande musculaire, une hypertonie, y compris au repos, une faiblesse, et tout ça va agir dans des forces asymétriques qui sont mal synchronisées, et la croissance se rajoutant par-dessus, vous aboutissez à des rétractions musculaires, des déformations articulaires et osseuses, et finalement des lésions cartilagineuses
et une arthrose précoce et des douleurs éventuelles. Donc finalement, les conséquences pour ces enfants, puis ensuite ces jeunes adultes, c'est que les membres supérieurs sont utilisés pour arriver à s'équilibrer, puisque la déformation est importante, va condamner la position assise à devenir instable avec une obliquité du bassin, des douleurs lombaires et puis engendrer parallèlement, quand il y a une déformation thoracique associée, des difficultés respiratoires, voire digestives. Donc le déséquilibre du tronc, c'est finalement condamner l'usage d'un membre supérieur à l'équilibration du tronc. Et c'est d'autant plus dommageable que ces enfants, qui parfois sont en fauteuil roulant, ont un réel besoin de se servir de leur membre supérieur et très clairement à ne pas l'utiliser simplement pour s'équilibrer. Alors les concepts sont anciens, pour certains, ont été revisités, sont mieux compris et sont mieux diffusés. Et le premier concept, c'est qu'il ne faut pas raisonner uniquement sur la colonne vertébrale, mais il faut descendre jusqu'au bassin, certainement, et même jusqu'aux membres inférieurs. Donc le bassin, Jean Dubousset l'a toujours considéré comme une grosse vertèbre, et finalement c'est bien cela dont il s'agit, c'est la première vertèbre sur laquelle va s'empiler ensuite l'alignement de la colonne vertébrale. Et on sait bien que le bassin interagit, notamment dans les situations que je viens de vous décrire, avec l'alignement de la colonne vertébrale. Et si vous avez des rétractions musculaires entre le bassin et les côtes, entre le bassin et le rachis, vous allez engendrer une déformation posturale de la colonne vertébrale et des difficultés de position assise. Donc c'est vrai pour les rétractions musculaires autour du bassin, mais c'est également vrai pour les rétractions musculaires autour de la hanche. Et quand vous avez une hanche rétractée, le simple fait de remettre les membres inférieurs dans l'axe va vous entraîner le bassin en obliquité et parallèlement au-dessus, la colonne vertébrale va vous faire une déviation dans le sens inverse pour parvenir à rétablir l'équilibre du tronc. Donc finalement, pour une hanche raide ou pour une hanche mal tenue, vous allez dégrader la position assise et au-dessus la colonne vertébrale. C'est valable de face, c'est valable également de profil, puisque quand vous avez une rétraction des fléchisseurs de hanches, le simple fait de mettre les hanches en extension va vous donner une extension du bassin lui-même et une extension du rachis, donc une hyperlordose, une cambrure excessive. Et donc vous avez pour une hanche qui a été mal appréciée, qui a été mal prise en charge, un retentissement secondaire sur l'équilibre de profil de la colonne vertébrale. Et s'associent bien sûr les actions anormalement disposées des muscles autour, puisque ce muscle psoas qui habituellement est fléchisseur de hanche, lorsque le bassin est correctement positionné, va se retrouver en position postérieure dans une force d'extension du rachis et va donc perdre son rôle intéressant et même avoir un rôle ensuite nocif sur la déviation de la colonne vertébrale. Donc finalement, tout ceci engendre des positions assises inconfortables qui nécessitent des traitements chirurgicaux de plus en plus lourds, puisqu'il faut à la fois considérer le problème de la colonne et considérer le problème du bassin et des hanches. Donc tout ceci est mieux connu et probablement mieux discuté, en tout cas au sein des chirurgiens et des rééducateurs, lorsqu'il s'agit d'aller traiter un patient qui présente tantôt une rétraction de hanche, tantôt un problème de rachis, parfois des lésions associées. Également, ce qui est mieux connu et mieux apprécié, c'est l'évaluation de la gêne respiratoire de ces patients, puisqu'ils vont présenter des déformations parfois très importantes, avec un retentissement sur la morphologie et la fonction de la cage thoracique. Donc les questions posées de façon relativement récente, c'est finalement est-ce que la chirurgie de correction de ces déviations vertébrales va améliorer la fonction respiratoire. Donc certains auteurs qui pensent que ce postulat est vrai proposent des séries pour nous expliquer que les patients neuromusculaires sont évalués avant, sont évalués après. Vous voyez qu'ici finalement on a mis dans un grand sac à peu près toutes les anomalies neurologiques possibles qui représentent un certain nombre de patients présentant des déviations rachidiennes. Et que l'évaluation pré- et post-opératoire de ces patients, si on regarde simplement la fonction respiratoire, n'est pas évidente, puisqu'on a de la peine à mettre en évidence, lorsqu'on met tous les patients ensemble, une amélioration tout à fait nette à long terme de la fonction respiratoire chez les patients opérés. C'est également vrai chez les patients qui présentent une pathologie évolutive, donc qui vont se dégrader progressivement du fait de l'évolution de leur maladie. C'est probablement un petit peu plus évident chez les patients qui ont des pathologies fixées, c'est-à-dire des atteintes cérébrales, bien souvent périnatales, qui ensuite ne s'aggravent plus, mais dont parfois les conséquences orthopédiques, elles, peuvent s'aggraver. Ce qui est certain malgré tout, c'est que en dehors de ces considérations assez statistiques et finalement qui regroupent des patients très différents, on a quand même des vraies raisons de penser que la mécanique respiratoire de ces patients est détériorée et peut bénéficier d'un traitement chirurgical. Je vous montre ici un exemple d'une patiente qui a une pathologie musculaire évolutive. Vous voyez qu'en l'espace de 18 mois,
Elle s'est considérablement déformée, de face, c'est tout à fait évident, mais surtout de profil. Et vous voyez la perte totale d'un alignement sagittal correct, avec ici modélisé probablement le contour de ce qui pourrait être un diaphragme. Et vous voyez ici le retentissement de cet effondrement du tronc sur le positionnement et la tension du diaphragme, et donc sur sa probable mécanique qui se détériore du fait de l'effondrement du tronc. La correction chirurgicale donne un résultat de plus en plus satisfaisant, probablement du fait de l'amélioration des techniques dont on va parler juste à la fin, et permet de corriger cette orientation et cette dégradation du profil. Donc probablement de donner des conditions mécaniques meilleures, sous réserve qu'elles soient correctement évaluées en pré- et post-opératoire, ce que nous faisons. Également, il y a un retentissement direct de la déformation sur le grille costal, et les muscles respiratoires intercostaux participent d'autant plus que la force musculaire du patient peut être déficiente. Et donc une anatomie correcte d'un grille costal, c'est certainement l'assurance d'un fonctionnement de meilleure qualité. Donc là aussi, le chirurgien regarde les tiges, mais finalement le pneumologue regarde les côtes, et c'est quand même ça le plus important. Alors quel est le bon moment pour aller opérer ces patients? Alors le bon moment, c'est ni trop tôt ni trop tard, c'est comme souvent en chirurgie, y compris anténatale, et pour nous, on essaye de tenir le plus longtemps, et on essaye de tenir les enfants par la tête. Ça peut paraître un peu barbare, mais c'est malgré tout ce qui est très efficace. Et si, sous réserve d'avoir un environnement rééducatif adapté, on peut tout à fait tenir ces enfants de façon non invasive, en tout cas. Ça n'en a pas l'air, mais en tout cas, ce n'est pas chirurgical, et ça évite de se couper ensuite les ponts d'une chirurgie ultérieure. Donc on les tient par la tête avec des tractions, avec des halos, avec des corsets, et on évite à tout prix de faire de la chirurgie trop précoce, car on sait, et c'est les auteurs américains qui l'ont montré, que la fonction respiratoire, si on intervient trop tôt sur la totalité du rachis, va être moins bonne. C'est l'expérience des équipes qui opèrent les scolioses congénitales avec des malformations chez les petits-enfants. Vous voyez ici un travail sur un petit groupe d'enfants avec des fusions précoces du rachis, environ 3 ans pour les patients opérés. Et en moyenne, 60% du rachis a dû être fusionné en raison de la malformation. Et on a ici le retentissement direct de ces fusions. Vous voyez ici que plus on va les fusionner largement, plus la fonction respiratoire, on est à 50% de capacité vitale ici, plus la fonction respiratoire va être empiétée à terme. C'est également vrai, plus vous montez haut sur le rachis thoracique, si vous allez monter sur le rachis thoracique supérieur, ici T2, T3, vous allez empiéter jusqu'à 70% de la fonction respiratoire de ces patients à terme. Et c'est également vrai sur la taille du thorax à terme, c'est-à-dire que vous avez à terme, en fin de croissance, des patients avec des petits thorax, des petits troncs, qui sont certes peut-être moins déformés, mais avec des fonctions respiratoires moins bonnes. Donc ce sont ces patients qui ont des arthrodèses, des corrections instrumentées très précoces, parce qu'on ne peut pas forcément faire autrement, et qui se retrouvent tel un albatros avec des petits troncs et des grands membres, et des fonctions respiratoires diminuées. Avec sur le scanner ces images où vous voyez ce rachis qui est totalement fusionné, qui a pénétré dans le thorax avec des volumes respiratoires qui sont réduits. La question n'est pas de dire qu'on aurait pu faire différemment ou mieux, mais c'est pour dire que dans ces situations-là, on sait ce que donne une arthrodèse très précoce sur un rachis et un poumon qui n'a pas fini de grandir. Donc méfiance, en tout cas la méfiance pour l'instant, c'est mon attitude par rapport à ces systèmes qui sont ingénieux, qui sont commercialisés, qui sont d'ailleurs assez chers et qui permettent de faire grandir la colonne vertébrale en mettant des tiges dans le dos et en distractant ces tiges tous les 6 mois pour essayer de faire grandir le patient en limitant la déformation. Tant que ça marche, ça va très bien. Le jour où on a un problème mécanique ou une infection, le rachis habituellement se fusionne et on se retrouve avec une fonction respiratoire de mauvaise qualité parce que le rachis est fusionné à l'âge de 5 ou 6 ans. Donc pour moi, je tiens jusqu'à ce que la croissance soit suffisamment avancée pour faire l'arthrodèse et la correction dans de bonnes conditions. Donc on se bat avec des armes qui sont effectivement un peu anciennes, mais un concept qui est quand même assez nouveau. C'est de tenir et de les opérer, ni trop tôt ni trop tard, plutôt lorsque la maturation osseuse commence à être suffisante, sans forcément attendre les critères qui ont toujours été retenus, c'est-à-dire la fin de la croissance osseuse. On essaie d'intervenir plus tôt chez ces patients et de faire des arthrodèses en une seule fois avec une correction qui est la meilleure possible. Et donc pour corriger ces enfants de la meilleure façon possible, il faut établir un certain nombre de collaborations. Et ça, c'est le 3e point que je développe, qui est assez court. C'est la collaboration que peut avoir un chirurgien avec des rééducateurs, des pneumologues, des réanimateurs et des anesthésistes. Et finalement, c'est quelque chose, ça, qui est probablement assez moderne quand même,
puisqu'on peut considérer que ces enfants ont besoin d'un chirurgien, mais ils ont aussi besoin d'un pneumologue avant, qui va tenir compte du programme chirurgical pour essayer d'améliorer le balancier qui va quand même être assez en défaveur du patient, puisque à sa déformation va s'associer la faiblesse musculaire, va s'associer les troubles de la ventilation et va s'associer la chirurgie. Et la chirurgie, c'est quand même une épreuve pour le poumon et pour le muscle de ces patients qui vont rester ensuite ventilés, parfois plusieurs semaines en réanimation, avec une fatigue, de la douleur, des morphiniques, donc quand même un certain nombre de facteurs qui vont être péjoratifs pour leur ventilation. Et donc là, on peut développer des collaborations intéressantes et fructueuses avec les pneumologues qui nous permettent de ventiler ces patients, de les éduquer avant, de leur apprendre ce que c'est qu'une ventilation non invasive avec un masque comme ce que l'on met dans les apnées du sommeil. Et on les entraîne avant, on leur adapte un masque, on leur règle le respirateur et avant l'arthrodèse, tout ça doit être a priori réglé pour ensuite, un mois avant, avoir cette évaluation, cet apprentissage et cette éducation thérapeutique. Et finalement, on s'aperçoit que chez ces patients ventilés de façon non invasive, on augmente progressivement par l'entraînement leur débit expiratoire, leur force expiratoire, et on évite ainsi un certain nombre d'encombrements et d'intubations prolongées. Donc l'évaluation est assez simple à faire, elle peut être faite en hôpital de jour avec des tests simples. On fait parfois un enregistrement du sommeil quand on suspecte une apnée nocturne. Et puis ensuite, on définit un certain nombre de patients, ceux qui n'ont pas besoin de prise en charge respiratoire spécifique parce qu'ils ont des fonctions respiratoires relativement correctes, ceux qui vont certainement avoir besoin d'une ventilation non invasive autour de l'opération, donc ceux-là on les éduque avant et ils sont ventilés immédiatement après l'intervention, et puis ceux pour lesquels on pense que malgré tout il va falloir passer à un système plus invasif, et il est toujours préférable de proposer une trachéotomie avant une intervention que de la faire en catastrophe au bout de 8 ou 15 jours après, une fois qu'on n'arrive pas à extuber le malade. Donc tout ceci nous permet de repousser les limites, probablement, c'est-à-dire les limites à la fois en termes de déformation et en termes de terrain des patients. Les améliorations techniques sont constantes, soutenues par l'industrie, dans un but initialement purement mercantile, mais finalement on s'aperçoit que les innovations techniques nous profitent, qu'elles soient dans le domaine des alliages de matériaux. Vous voyez ici par exemple la rigidité des tiges qui s'est beaucoup améliorée, avec des caractéristiques mécaniques qui nous font faire des corrections plus importantes. Les techniques chirurgicales sont probablement également plus ambitieuses. Ici, vous avez une vidéo qui normalement doit démarrer, mais qui ne va pas démarrer à tous les coups, mais qui vous montre qu'une fois qu'on a positionné les implants en place, on peut faire de la dérotation des vertèbres, segment par segment, parce que l'on va faire des montages qui sont beaucoup plus rigides et beaucoup plus riches en implants que précédemment. Et ça nous permet d'opérer des enfants qui font finalement pas plus de 15 kg, avec des interventions probablement assez complexes sur le plan métallique, mais finalement avec des suites assez simples, et d'aller faire des corrections qui sont de plus en plus ambitieuses. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de complications chez certains patients. Vous voyez ici une déformation importante et un jeune pour lequel on savait qu'on s'exposait à des problèmes. Il avait des troubles de déglutition, il n'était pas ventilable de façon non invasive, et on s'est retrouvé avec 3 mois de réanimation. C'était prévu, c'était anticipé, la famille avait été informée, l'entourage également. Effectivement, on a eu les complications auxquelles on s'attendait, mais il a fini quand même par sortir de réanimation. Vous avez d'autres patients pour lesquels on sait que l'état général, même si la déformation est épouvantable, l'état général est meilleur. Et celui-là n'avait pas de trouble de déglutition, et en 5 jours de réanimation, il était reparti dans sa chambre et il est sorti au centre de rééducation au bout de 10 jours. Donc finalement, ce n'est pas la déformation qui est le facteur limitant maintenant, c'est le terrain. C'est le terrain notamment respiratoire et général de ces enfants. Et puis on arrive à faire des choses qui étaient totalement impensables il y a encore quelques années, c'est que des enfants très faibles sur le plan musculaire, simplement parce qu'on va les éduquer à une ventilation non invasive, vont échapper entre guillemets à la réanimation, à l'intubation prolongée, et vont pouvoir être ventilés directement après l'extubation en salle de réveil avec un système non invasif. Et parfois échapper donc à des complications de réanimation prolongée. Donc depuis une période récente, le protocole est celui que je viens de vous décrire. On essaye de les intuber moins longtemps, on essaye de les mettre précocement sous VNI, et on reste quand même convaincu qu'il y a des contre-indications à ces avancées technologiques, notamment certains patients trop fragiles ou qui ne comprennent pas le protocole, qui ne vont pas se laisser ventiler, avec des retards mentaux importants. Ceci reste malgré tout du domaine de la chirurgie précaire, notamment pour ce qui est des suites et de la réanimation qui peut être assez prolongée. Donc il y a des bonnes indications, il y a comme toujours des mauvaises indications qu'il faut cerner à l'avance.
Et ceci ne tient que parce que autour du chirurgien et de la salle d'opération, vous avez l'environnement efficace qui est adapté à la prise en charge de ces patients, à leur évaluation. Donc ici, c'est le schéma un petit peu théorique du parcours du patient avant d'arriver en salle d'opération. Donc il va être vu dans le centre, il va être évalué en réanimation spécialisée, il va être évalué par les pneumologues, vu par les anesthésistes, il va faire un certain nombre d'allers-retours. Tout ceci va prendre entre 4 et 6 mois. Et une fois qu'on a tous les voyants ouverts et qu'on a bien défini les modalités périopératoires de prise en charge, on peut y aller avec l'incertitude chirurgicale que nous avons tous connue et que nous connaissons tous. Et puis, avec les limites que je vous ai dit, je pense qu'on a fait avancer les lignes et qu'on peut certainement être plus ambitieux pour ces patients et avoir certainement des suites de meilleure qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Raphaël. Je suis très inquiète pour le timing là, puisque l'heure passe très très rapidement. Monsieur Dubousset, voulez-vous faire une intervention ? La seule critique que je lui ferai, c'est sur le mot innovation thérapeutique, car en particulier, le travail en collaboration avec les anesthésistes, les réanimateurs, les respirateurs, etc., il y a bien longtemps qu'il a été commencé, depuis toujours, je dirais même, n'est-ce pas Jean-Paul, toi qui es juste devant moi, Agar, Chani-Barrois et tous les secteurs, bien entendu, on connaît ça depuis toujours. Donc c'est un aboutissement, effectivement, comme tu l'as montré, de toutes les erreurs qu'on a pu faire dans le temps et qui ont abouti à cette prise en charge qui est vraiment, comme tu l'as dit, nécessaire, pluridisciplinaire. Le Téléthon date de plus de 20 ans, ou presque. Et que les consultations pluridisciplinaires commencent au tout début de la prise en charge de ces enfants et non pas seulement en préopératoire. Mais bravo pour ton... Et comme ça, je n'ai pas été trop long. Christine, tu vas me dire merci. Merci beaucoup. Bien, je vais tout de suite donner la parole maintenant au professeur Andrea Manarivo qui vient tout droit de Madagascar pour présenter sa série et j'espère avoir quelques minutes pour la